Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale consacrée à la Tunisie, un État qui fait figure de véritable laboratoire démocratique dans le monde arabe depuis la révolution de janvier 2011, la révolution de Jasmin. Nous avons donc voulu aller à la rencontre de ce pays qui vient également d'être violemment secoué par les attentats au musée du Bardo à Tunis, afin de comprendre quels sont les enjeux qui se dressent sur la voie démocratique que la plupart des Tunisiens entendent aujourd'hui suivre. Pour cela, nous avons rencontré 4 grands témoins. Le premier d'entre eux n'est autre que Daniel Soal. Il s'agit du délégué Wallonie-Bruxelles International, installé à Tunis depuis 7 ans, à savoir 3 ans avant la Révolution et 4 ans après. À quelques mois du terme de son dernier mandat, il a accepté de nous livrer son témoignage. Il nous dresse notamment le bilan, un bilan comparatif de la Tunisie avant la Révolution et après la Révolution. Pour moi, ce qui me frappe, c'est évidemment le contraste entre les deux périodes. La première période était un moment de grande surveillance. Quand on interrogeait quelqu'un dans un café ou quand on avait une conversation, où que ce soit, le premier réflexe de l'interlocuteur était de regarder d'un côté ou de l'autre pour voir si personne n'écoutait. Donc ça m'a frappé dès le début. Et donc, c'est un premier aspect de cet ancien régime. Un deuxième aspect, c'est que lié d'ailleurs à cette surveillance permanente, le monde associatif était pratiquement inexistant. On admettait les associations que dans la mesure où elles étaient totalement inféodées au pouvoir. Ça n'empêchait pas évidemment que des individus, ou même parfois certains petits groupes relativement clandestins, représentaient déjà un ferment de liberté, un ferment de transformation sociale. Et je dois dire que les autorités de la communauté française, devenue entre-temps Fédération Wallonie-Bruxelles, m'incitaient à ne pas me cantonner uniquement dans une relation, je dirais, diplomatique avec les autorités, mais m'encourageaient à identifier des lieux d'indépendance, à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan institutionnel. Donc ça m'a permis, dans les années 2008, 2009, 2010, de nouer de manière informelle et sans engager ma responsabilité de diplomate, de nouer des contacts vis-à-vis de jeunes qui se sont révélés être, en janvier 2011, les ferments de la Révolution. Et donc j'avais ce contact. Il a donc été facile de les rencontrer très rapidement après le 14 janvier, qui est leur date et leur événement, et de nouer avec eux des relations d'une grande richesse. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est tout le contraire qui est arrivé. Donc la liberté était réelle. Je me souviens des personnes agglutinées aux vitrines des librairies qui découvraient enfin la couverture des livres qui avaient été interdits pendant 26 ans. Et d'une façon générale, du sourire qui se marquait sur les visages des gens qui se promenaient de long et en large sur l'avenue Bourguiba sans craindre un regard soupçonneux d'un policier, que ce soit en civil ou en uniforme. Donc j'ai vraiment ressenti de manière très personnelle le changement du 14 janvier 2011. Et cela donne toute la richesse du travail que j'ai pu mener par la suite. Quelques années après la Révolution, la Tunisie avance progressivement sur la voie de la démocratie. Il y a néanmoins encore beaucoup d'enjeux. Quels sont les principaux enjeux que doivent relever les Tunisiens aujourd'hui selon vous? D'abord, vous avez raison, personne n'a jamais dit qu'une révolution engendrait un processus continu de progrès. Vous pouvez regarder toutes les révolutions, on peut même employer un autre mot comme soulèvement ou insurrection, que sais-je. Toujours il y a des hauts et des bas, toujours il y a de la violence, à la fois parce que l'ancien régime n'est pas complètement mort et qu'il conserve des nostalgiques qui effectivement font tout pour faire capoter l'expérience, et d'autre part il y a de vraies maladresses portées par les
les ténors de la Révolution et qui ne savent pas exactement comment mener la barque. Donc il y a eu des hauts et des bas. Les partis qui se sont coalisés après les premières élections libres, celles du 23 octobre 2011, n'ont pas réussi à donner satisfaction aux revendications des jeunes qui ont fait la Révolution. Il y a donc eu 3 années de perdu, qui étaient 3 années d'hésitation politique ou d'immobilisme politique. Il faut dire aussi que la Constitution, il fallait la changer. On discute pour savoir s'il fallait la changer, mais en tout cas, ils ont décidé de la changer. Et ça a entraîné un retard dans la mise en place des politiques sociales. Et maintenant qu'un gouvernement stable est mis en place, on peut apprécier différemment les partis qui le composent, mais en tout cas, ils ont maintenant la stabilité requise et je dirais la légitimité requise pour mener des politiques, et on peut espérer qu'elles seront essentiellement des politiques sociales. Parce que vous m'interrogez sur les enjeux de la Tunisie aujourd'hui, moi je les vois de 2 ordres. Il y a un enjeu sécuritaire réel et il faut bien voir que là, seuls des professionnels de la sécurité peuvent les affronter. Il faut donc renforcer l'appareil sécuritaire tunisien tout en l'incitant à conserver l'acquis de liberté que la Révolution a produit. Parce que si c'est pour revenir à l'ancien régime, ça ne va évidemment pas être une solution. Et deuxième, donc il faut réprimer. Il faut réprimer qui? Il faut réprimer les porteurs du fanatisme, ceux qui sont les idéologues du fanatisme. Qui sont-ils? Alors, ce sont souvent des intellectuels. Il ne faut pas croire qu'ils se recrutent forcément dans les couches les plus défavorisées. Ce sont souvent des intellectuels, même des scientifiques, qui, pour des raisons d'appât du pouvoir, se donnent un message radical, mais un radical du fanatisme religieux. Tous les radicalismes ne sont pas forcément destructeurs, mais le radicalisme qui relève du fanatisme religieux, lui, l'est effectivement. Donc il y a des idéologues que l'on ne convaincra pas, donc, du contraire, parce qu'ils ont une logique d'accaparement du pouvoir. Et là, il faut les combattre. Par contre, il y a tous ceux qu'ils sont susceptibles de convaincre. Et c'est là que la politique sociale joue son rôle. Parce qu'évidemment, on doit tout faire pour que la désespérance des jeunes, le fait de ne pas avoir ni travail, ni perspective, d'être constamment dépendant de ses parents parce qu'on ne ramène pas d'argent, toutes ces situations-là créent des profils individuels, des chemins individuels qui rendent les personnes vulnérables au message intégriste. Si vous n'avez pas de quoi manger et qu'on vous donne à manger, si vous n'avez pas de perspective et qu'un homme en longue tenue blanche vient vous dire « je vous donne une perspective », c'est de vous mettre au service d'une religion qui va résoudre tous les problèmes, et même si elle ne les résout pas sur terre, elle va les résoudre au paradis. Ce message-là peut effectivement avoir sa fascination. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a une fascination du fanatisme religieux qui a été montrée d'ailleurs dans des films de fiction très remarquables. Je songe notamment aux Chevaux de Dieu de Nabil Ayouch, qui était, je ne suis pas sûr du titre, mais enfin c'est à vérifier, mais en tout cas c'est un film qui a bien montré à quel point les jeunes désespérés peuvent se trouver sous la coupe d'idéologues particulièrement habiles. Donc pour éviter ça, il faut mener des politiques sociales. Et là, il faut des moyens. Les moyens sont peu nombreux et je dirais qu'en plus, la préoccupation sociale n'est pas exprimée par le monde politique tunisien avec suffisamment de force. Donc non seulement les moyens sont difficiles à trouver, mais en plus il n'est même pas sûr que les partis qui composent l'actuelle majorité, qui sont nés des élections de novembre-décembre 2014, soient suffisamment conscients, ou en tout cas posent la question sociale de manière suffisamment forte dans leurs priorités. Sans transition à présent, je vous propose d'écouter le témoignage de Khansa Bentarjem, une jeune et talentueuse journaliste tunisienne qui travaille notamment pour la version en ligne du journal Le Monde, à savoir lemonde.fr. Nous l'avons interrogée au sujet de Nida Tounes, l'appel de la Tunisie, le parti de l'actuel président Béji Caïd Essebsi, qui est aussi le parti vainqueur des dernières élections législatives. Un parti que certains ont présenté comme laïque, à tort ou à raison. Vous allez entendre immédiatement la réponse de Khansa Bentarjem.
Ils ont été présentés dans les médias comme les laïcs contre les islamistes. On a eu beaucoup cette question-là, c'est pas des laïcs, hein, qui sont... Pourquoi? Ils s'en défendent d'abord. Quand on a un parti qui se dit qu'il n'est pas laïque, il faut le croire. C'est pas juste une blague. Mais et là, arrivé au pouvoir, il a fait sa campagne contre les islamistes, il les a présentés comme des terroristes, etc. Quelques jours après, fin des élections, alliance gouvernementale. Donc, on se pose des questions aussi. Il y a aussi des partis qui sont dans le gouvernement comme l'UPL, qui est un parti d'un homme d'affaires. On l'appelle un peu le Berlusconi tunisien, parce qu'il a eu beaucoup d'argent après la guerre libyenne, on ne comprend pas comment, et il est arrivé, il s'est présenté aux premières élections de la Constituante, il n'a eu aucun siège, beaucoup d'affiches, beaucoup d'argent, on n'a rien vu. On a eu, mais après dans la deuxième élection, il a eu 16 sièges environ. Et juste avant, il a acheté un club de foot, un des plus importants du pays. Donc il y a ce mélange-là aussi entre milieu d'affaires, milieu politique qui est en train de se mettre en place, qui peut être dangereux au niveau des conflits d'intérêts. Donc on a une alliance gouvernementale hétéroclite entre un parti qui est constitué par une alliance, Nida Tounes, une alliance anti-Nahda composée de certains qui étaient plutôt libéraux, d'autres du RCD, le parti de l'ancien régime, des indépendants. On a un parti qui est constitué de milieux plutôt affairistes, qu'on ne comprend pas d'où vient l'argent, etc. Un parti néolibéral qui est Fertounes, et Nahda, un parti islamiste. Donc tout ça compose une alliance gouvernementale et on ne sait pas comment ça va marcher. Donc quelle est la cohérence idéologique de programme, de tout ça, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc il y a une cacophonie déjà à ce niveau. Est-ce qu'il y a une crainte de se voir confisquer les acquis démocratiques de la révolution avec l'arrivée au pouvoir de cette coalition? Il y a toujours des craintes. Surtout, en fait, après l'attentat, on est en train d'assister à un développement d'un discours ultra sécuritaire. Les problèmes sécuritaires existent, il ne faut pas le nier, sauf que comment les traiter en gardant l'équilibre avec les libertés? Comment ne pas menacer les libertés en invoquant la menace terroriste? C'est ça l'enjeu principal. Et quand on discute une loi antiterroriste, elle a été discutée juste le jour même de l'attentat, elle était en discussion au moment de l'attentat. Quand on discute une loi antiterroriste juste après un drame comme celui-là, il y a beaucoup de risques que ce soit l'émotion qui prenne le dessus et qu'on fasse passer des trucs, des articles de loi qui sont assez dangereux pour la loi, pour la liberté d'expression, pour la liberté des partis, etc., etc. En tant que journaliste aujourd'hui, vous avez le sentiment que la liberté d'expression vous est totalement acquise ou qu'elle doit encore être farouchement défendue dans votre pratique professionnelle? Elle n'est jamais acquise, elle est toujours à conquérir, la liberté. Il y a deux problèmes dans le journalisme aujourd'hui. On a une partie des journalistes qui tombent beaucoup dans la complaisance et dans l'autocensure. Et ça, c'est un gros problème. Parfois, on ne reçoit pas des menaces directes ou des pressions directes, parce que parfois, elles sont indirectes. Parfois aussi, il y a un problème qui est des pressions financières, où les groupes publicitaires aussi font pression sur les chaînes, ce qui existe un peu partout dans le monde, je pense. Ce n'est pas une spécificité à la Tunisie. L'autre problème aussi, c'est les violences exercées contre les journalistes, que ce soit par les services de l'ordre, parfois par les populations, ça dépend. Mais nous avons des agressions assez récurrentes contre les journalistes physiques. Donc ça, il va falloir beaucoup de temps pour que ça se calme. De leur côté, les médias aussi, nous avons à nous réformer, à réformer l'institution médiatique, à avoir plus d'éthique dans le traitement de l'information. C'est indéniable, mais d'un autre côté, la liberté n'est jamais acquise.
Cette conclusion, elle est partagée par de nombreux Tunisiens que nous avons rencontrés. Et c'est le cas notamment de Adnen El Ali, le directeur artistique du Centre culturel des montagnes de Semama, le premier centre culturel du genre dans le monde arabe, qui se trouve être justement implanté dans ces montagnes tunisiennes, d'où sont originaires la plupart des djihadistes tunisiens partis combattre en Irak, en Syrie ou encore en Libye. Pour Adnen El Ali, la réponse au terrorisme ne peut pas se limiter à une réponse policière ou militaire. C'est pourquoi il a décidé de s'investir en termes culturels dans ces montagnes auprès de cette jeunesse, de ces zones rurales où l'État est complètement absent depuis plusieurs décennies. Nous l'avons rencontré à la foire du livre de Tunis où il était présent avec ce groupe de jeunes, quelques jeunes issus de ces montagnes. Il nous parle de ces jeunes, de ces montagnes et de son espoir pour l'avenir de la Tunisie. C'est important aussi de défendre le droit culturel de ces enfants délaissés dans ces montagnes tunisiennes envahies par le fléau de l'obscurantisme. Le bombardement des cow-boys n'a pas sauvé les Américains en Afghanistan, donc je ne crois pas qu'il est capable de sauver la Tunisie de cette situation actuelle, de ce piège obscurantiste. L'arme de la culture est indispensable et surtout il faut aller les affronter là où ils sont en train de faire du succès, des recrutements. Il faut dire que parmi nos enfants, il y a leurs cousins qui ont leurs parents dans les camps djihadistes en Syrie ou Mossoul. Ils auraient pu être peut-être parmi nous si la culture était omniprésente dans ces régions-là, car elles réagissent bien. Peut-être le projet culturel fait un succès plus important que celui qu'on fait dans les villes même. Parfois, car la soif existe, l'énergie, la fougue, la spontanéité que vous avez vu tout à l'heure aussi. Vous chantiez, j'en suis fortaise, et bien dansez maintenant. La cigale ayant chanté tout l'été. La décentralisation ne se fait pas à travers des manifestations à l'avenue Bourguiba. L'avenue Bourguiba, cette grande avenue, n'a jamais été une scène où on peut résoudre ces problèmes-là. C'est la vitrine, c'est le folklore. Là, on triche, là, on camoufle, on fait du n'importe quoi, on improvise. Et même la marche antiterroriste de dimanche, je trouve que notre marche est plus franche, car on est en train de la préparer depuis 4 mois. Elle vient de la montagne, mais cette marche-là, c'est une marche de président qui vient de tout le monde. Oui, je sais, on peut avoir même le président de la planète Mars, de la Lune, qui seront là. Et après, vous n'êtes pas allé à Kasserine, vous n'êtes pas allé à la montagne Chaambi, et c'est même voir ce que vivent ces petits-enfants. Ils vivent maintenant sur le rythme d'un fond sonore horrible. C'est une guerre. La nuit, c'est un bombardement non-stop. Il ne faut pas aller à la montagne. Les bergers sont chassés de leur montagne, mais ce sont les bergers qui sont capables de ratisser ces montagnes-là, car une fois, ils ont peur, ils vont quitter. C'est l'exode, c'est le vide. Et la nature a horreur du vide. Donc il faut éduquer nos ministres. Je sais qu'on aura peut-être quelques ministres qui comprennent ça. Je ne leur fais pas une leçon ni une morale. Et quand vous dites que la nature a horreur du vide, ça veut dire que si l'État délaisse ces régions rurales, ce sont d'autres qui vont s'emparer de ces régions? Bien sûr, mais ils sont là. Nous avons fait la conception du centre culturel de montagne, le premier centre culturel de montagne dans le monde arabe, car tout le monde arabe tourne le dos à ses campagnes, ses montagnes, et se moque de ses bergers, malgré que notre prophète est un berger. Là, on est en train de monter ce projet aussi pour réconcilier, pour attirer l'attention à l'importance du boulot culturel dans la campagne, dans la montagne. Là, c'est le lieu de la bataille. C'est là où il faut aller avec ces projets. C'est là où il faut construire, c'est là où il faut débattre, c'est là où il faut écrire un projet culturel tunisien qui affronte le terrorisme avec réalisme et non pas à travers des slogans à la Casbah ou bien au palais de Carthage ou bien au Bardo ou bien, je sais pas, ou bien à Paris ou à Tel Aviv. Le quatrième et dernier témoin que nous vous proposons de rencontrer aujourd'hui est Youssef Sedik, philosophe, anthropologue du Coran, helléniste, auteur de nombreux ouvrages et sans doute un des plus grands intellectuels tunisiens vivants aujourd'hui,
qui est également un des chantres qui porte depuis de nombreuses années cette volonté de créer un islam des Lumières. Il nous parle aujourd'hui de la nécessité, selon lui, d'instaurer une véritable neutralité de l'espace public, non seulement en Tunisie, mais également dans l'ensemble du monde musulman. Pour moi, c'est un enjeu qui commence à peine à être dit maintenant. Je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui l'ont balbutié, qui l'ont chuchoté, alors que moi, maintenant, je n'ai plus rien à perdre, j'ai 71 ans. Et je peux le dire, ça ne fait rien. De toute façon, on ne peut mourir que de sa mort. On n'aura que sa propre mort. Qu'elle soit une balle dans la tête, ou qu'elle soit une maladie, ou qu'elle soit une noyade. Donc, il ne faut pas avoir peur de la mort, à mon avis, et c'est peut-être ce que les gens appellent un courage. Je crois que c'est la première fois qu'on dit, et qu'on doit le dire tout le temps, l'espace horizontal, c'est-à-dire là où il y a un boucher juif, un coiffeur chrétien, là à côté de moi, et que j'accepte, avec lesquels je monnaie de l'argent, avec lesquels j'achète et je revends, etc. Cet espace-là ne doit pas faire intervenir mes convictions, surtout pas pour les imposer aux autres. Maintenant, ce qui se passe en Tunisie, dans tous les pays musulmans, c'est qu'on impose à tout le monde, et surtout à cet espace horizontal, à cet espace public, on impose la conviction de l'islam, que je peux faire mienne, mais elle n'est pas imposable dans l'espace horizontal. Seul l'espace vertical, ou singulier que je suis, s'adresse à un singulier absent, qui est Dieu. Seule cette foi-là peut faire une société paisible, faire une société pacifique, faire une société où le coiffeur juif, je lui donne ma tête. Et il me coiffe et je m'en vais, sans avoir la seule crainte. Parce qu'il y a beaucoup de coiffeurs juifs, je ne donne pas l'exemple par hasard. En Tunisie, à Tunis, il y a beaucoup de coiffeurs juifs que nous aimons beaucoup. Et la question de c'est mon ennemi de la foi doit être absolument exclue. Prier individuellement, surtout que l'islam nous le permet. L'islam est différent du christianisme et différent du judaïsme en ceci qu'il a aboli le temple, le sanctuaire et l'église. Il n'y a pas de chacun, quel que soit son niveau de savoir, quel que soit son niveau de piété, est seul devant un transversal qui s'appelle le divin. Il faut développer cette idée. C'est vraiment le moment, parce que la Tunisie a eu la chance d'avoir une constitution qui institue la liberté de conscience, la seule dans tous les pays musulmans, qui dit que chacun peut avoir la conscience qu'il veut, la religion qu'il veut. Bon, là, on doit prendre ça au mot et dire que l'espace public doit être sauvé, doit être neutralisé, doit être l'espace où seules les choses mondaines du monde doivent être objets d'échange entre nous. Je te donne un truc, je te donne ma fille, tu enseignes à mon enfant, je t'achète un truc, je te donne ma tête à coiffer, etc., etc. Rien d'autre. Il ne doit pas impliquer la question de la foi et la différenciation de la foi. Youssef Sedik, vous prônez en quelque sorte pour une laïcité bien comprise, mais est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à parler de laïcité aujourd'hui en Tunisie, sachant que le régime qui est tombé suite à la Révolution était un régime qui était lui-même qualifié de laïque? Est-ce que ça n'a pas tendance à brouiller un petit peu la compréhension du concept pour la population tunisienne? Moi, je préfère, pour le mot laïque qui est très français, laïque suppose un prêtre et un défroqué, ou un non-prêtre, un laïque. Hein? Or, la dualité dans l'islam n'existe pas. C'est ce que veulent cacher les fondamentalistes et les extrémistes islamiques. Et ils veulent cacher que nous n'avons pas de prêtres. Ce sont des fonctionnaires tout à fait banalisés. Ces gens-là qu'on appelle mufti, qu'on appelle cadi, qu'on appelle sermonneur de vendredi, etc., c'est rien d'un point de vue de l'islam. C'est exactement comme l'instituteur, comme le menuisier du quartier, etc. Ce qu'on doit maintenant impulser, c'est la sécularisation, c'est-à-dire mettre les gens dans le siècle.
Vous savez, le Coran a plusieurs passages où il parle de l'esclavage. Il gère l'esclavage quand il était monnaie courante dans toute la planète. On achète et on vend des gens. Il y a des versets qui parlent de l'esclavage. Elles n'ont aucune valeur, bien qu'elles soient dans le Coran. Elles n'ont qu'une valeur récitative. C'est comme donner à César ce qui est à César dans l'évangile. César n'existe plus. Je n'ai rien à lui donner. Et tout a changé. Ce truc-là reste un texte de messe. Je le lis, etc., mais il n'a aucune valeur de loi. Il n'y a pas de César, il n'y a pas de Dieu à qui je dois donner quoi que ce soit. Et pour le Coran, c'est la même chose. Ce qui est sûr dans le Coran et ce qui ne périt pas, à la différence des versets sur la femme, sur l'esclavage, etc., c'est des versets tout à fait cosmiques. Nulle contrainte dans la religion. Voilà un verset laïque. C'est un verset dans le Coran. Nulle contrainte en religion. Voici que la raison émerge de la déraison. Je vous lis le verset là. Je n'invente rien. Dans toutes les traductions, il est comme ça. Bon, pourquoi ce verset-là n'est pas au sommet de nos comportements? Pourquoi c'est le verset « Tuez-les là où vous les trouvez, les mécréants ». Il y a un verset comme ça. Et donc tout est à réformer pour que le verset « Nulle contrainte en religion, voici que la raison émerge de la déraison » soit supérieur à ce verset-là et soit annulateur. Qu'il annule le verset « Tuez-les là où vous les trouvez ». Et ça, c'est le travail de toute la société, de l'éducation, de nos amis qui viennent nous voir, des colloques, des forums, etc., etc. Voilà, c'est sur cette dernière interview que se termine cette édition spéciale de Libre Ensemble consacrée à la Tunisie. J'espère que vous y aurez trouvé matière à débattre, matière à réflexion. Vous pouvez d'ailleurs toujours nous contacter par mail ou par téléphone, nos coordonnées figurant dans le générique qui suivra dans quelques instants. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.